Et il me revient de présenter Jean-Claude Masse, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, il est évidemment à l'origine de l'existence de Préfère. Il est psychologue clinicien, psychothérapeute d'adultes et de couples et de familles, docteur en information et communication, auteur d'une dizaine d'ouvrages qui sont mis à votre disposition et qui touchent souvent le problème du sectarisme, de l'emprise. Et donc, voilà, je vais lui céder la parole. Oui, et je vais essayer d'être aussi sévère avec moi-même que nous le sommes avec les autres orateurs. Ce qui va être compliqué parce que j'ai décidé de parler plutôt que de lire. Mais je vais quand même essayer. Alors j'ai un triple objectif en plus qui est un peu complexe. D'une part, je voudrais dévoiler une partie du modèle victimologique de Préfère, c'est-à-dire un élargissement du concept de traumatisme. D'autre part, je voudrais poursuivre la réflexion qui a commencé ce matin et anticiper sur celle de Pascal Jamoul. Troisièmement, je l'ai évoqué, nos colloques comportent toujours une illustration du thème commun par un grand récit. J'ai aussi organisé je suis très attaché aux grands récits, en fait, dans ce qu'ils apportent dans la compréhension du monde contemporain. C'est-à-dire que toute problématique, à mon avis, noue une dimension individuelle, il y a des personnalités, une dimension relationnelle. Il y a des choses que la relation ne se limite pas à l'addition de deux individus, à des groupes. Nous appartenons à des groupes qui conditionnent la façon dont nous allons agir, mais aussi à des collectivités. Nous sommes programmés par la société. Alors évidemment, ce qui serait réducteur et pour le coup binaire, ce serait de se dire qu'une de ces quatre lectures est la seule bonne lecture. C'est la conjonction de ces quatre lectures qui, à un moment donné, nous permet, en tant que cliniciens, d'avoir une vue un peu correcte de ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai choisi de vous parler du traumatisme, parce que le traumatisme, c'est un peu la suite de la violence. Il y a le cri, et puis il y a la dépression qui suit le moment de l'événement traumatique. Et je voudrais vous dire de façon introductive que le traumatisme est toujours l'effet d'au moins une cause extérieure et au moins une cause intérieure. Alors la cause extérieure est la non-violence, et puis il y a toutes sortes de prénoms dont je parlerai au fil de mon exposé. La cause intérieure, alors elle change de nom suivant les psys, suivant les pays. Au pays de la psychanalyse, par exemple, elle a un nom fantasme. Au pays de la systémique, elle a plusieurs noms. Il y a un nom que j'aime bien, c'est scénario redouté. Le scénario qu'on redoutait le plus, à un moment donné, se produit. Et on y est confronté. J'ai commencé de façon très, très élémentaire. C'est ce que je fais souvent, sans doute un effet de mon doctorat en information et communication, à moins que ce soit l'inverse. J'ai un goût pour la sémantique et l'étymologie. Alors pour essayer d'aller vite, je ne vais pas reprendre toute la dia. De toute façon, il y a des podcasts, on va faire les actes aussi. Je vais aller directement à l'étymologie. Violence vient du latin violentia, caractère violent emporté, force violente, dérivé de violentus, emporté de caractère, impétueux en parlant de choses, dérivé de vice, force, vigueur. On pourrait résumer la violence à l'idée qu'on force les choses. Alors forcer les choses, c'est pas forcément négatif. Parfois, il faut forcer les choses, parce que si on force pas les choses, ça se passe pas. Mais d'autres fois, ça provoque une destruction. Parfois, il y a une espèce de déconstruction nécessaire avant la reconstruction, et la violence à ce moment-là est nécessaire. D'autres fois, c'est destructeur, et on reste dans cette posture illustrée par une des images que j'ai mis au début de mon exposé. Et en tout cas, ce que je voudrais vous dire à ce sujet, avant de passer à la suite, c'est que la résilience la plus aboutie n'empêche pas que, dans l'existence du sujet, il y a un avant et un après. Les choses ne redeviendront jamais comme avant. Donc même quand la violence a un effet finalement positif, les choses ne redeviendront jamais comme avant. On pourrait dire qu'il y a une rupture de continuité dans le fil de l'existence.
Alors cette rupture, elle peut procéder de plusieurs manières. Et donc, il y en a deux que tout le monde connaît. C'est du côté du traumatisme de type 1 et du traumatisme de type 2. Je vais vous proposer deux catégories supplémentaires. Mais je commence quand même par le plus connu, le traumatisme de type 1, que j'ai appelé personnellement traumatisme par coupure. C'est-à-dire la rupture dans la continuité de l'existence est provoquée par une coupure. C'est comme un coup de machette, si vous voulez. Il y a un événement, donc le traumatisme de type 2, typiquement, c'est le résultat d'un événement violent, soudain et inattendu. Alors, pour aller vite, il y a quelques éléments. Je vais directement passer à mon illustration. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les illustrations cliniques parce que pour que les gens ne soient pas reconnaissables, il faut les transformer les histoires au point où ça devient à un moment donné des fictions. Donc j'aime bien aller chercher des illustrations cliniques dans des œuvres géniales. Et donc en l'occurrence, aujourd'hui, je vais aller du côté de Shakespeare et vous proposer trois œuvres de Shakespeare, à commencer par le viol de Lucrèce. Alors le choix du viol de Lucrèce, c'est pas du tout un choix anodin, étant donné ce qui me précède aujourd'hui. C'est un des grands mythes fondateurs de la Rome antique. Alors les deux plus grands mythes fondateurs, c'est évidemment Romulus et Rémus, dont il faut quand même savoir que c'est le fruit du viol de la Vestale Silvia Rhea par le dieu Mars, puis l'enlèvement des Sabines, dont il est précisé qu'elles n'ont pas été violées. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été violées? C'est parce que le projet était d'en faire des épouses. Elles ont quand même été enlevées, cela dit. Le viol de Lucrèce, donc, est un troisième grand mythe, typiquement romain, dont Shakespeare a fait un poème absolument magnifique. Alors, on l'ignore un peu, mais Shakespeare, c'était un poète avant d'être un dramaturge, en réalité, même s'il est plus connu pour son œuvre dramatique. Et j'ai trouvé que ce poème épique était vraiment extrêmement révélateur et va vraiment nous aider à réfléchir. Donc, je vous cite quelques extraits. Ça commence avec Tarquin, donc Tarquin va violer Lucrèce, et Lucrèce qui est mariée. Tarquin est ami avec Collatine, le mari de Lucrèce, et à la toute fin du poème, donc Lucrèce va se suicider. Je vous dis déjà un peu la trame pour que vous ayez le contexte. Et donc Tarquin a le projet, enfin c'est pas un projet en réalité, il a une pulsion sexuelle qu'il n'arrive pas à contrôler et qui va le pousser au viol. Mais au départ il hésite et il se dit quel acte impie, lourd des plus noirs méfaits, un guerrier se faire l'esclave d'une passion voluptueuse. La vraie valeur doit respecter ce qui en est digne, mes errements sont si infâmes, si vils qu'ils resteront gravés sur mon front. Vous voyez, il ne se préoccupe pas du traumatisme que ça pourrait provoquer chez Lucrèce, il se préoccupe de son honneur. Qui vendrait l'éternité pour une passade, pour la douceur d'une grappe dans un viol, bon, soit, voudrait-on détruire la vigne ? Et un peu plus loin, si Collatine avait tué mon frère ou mon père, s'il avait tendu des embûches contre ma vie, si seulement il n'était pas un ami sincère, mon désir qui œuvre contre sa femme aurait peut-être l'excuse de la vengeance ou des représailles. Mais il est mon parent, mon vieil ami, et ma faute n'aura pas d'excuse, et ma honte sera sans fin. On n'est pas dans le registre de la culpabilité, c'est-à-dire je fais quelque chose de mal, on est dans le registre de la honte, c'est-à-dire mon honneur est en jeu. Néanmoins, dit Shakespeare, son impiété l'a tant égaré qu'il se met à prier pour obtenir sa proie, comme si le ciel pouvait approuver son péché. Ici, vous pourriez penser à toutes les prières qui sont faites dans le cadre des guerres et au soutien que les religions apportent aux différentes guerres. Un peu plus loin, du côté de la honte de Lucrèce, imaginez celle qu'un affreux cauchemar tire d'un lourd sommeil au plus profond de la nuit. Donc Lucrèce dort et elle est réveillée par Tarquin qui vient pour la violer. Elle pense avoir vu quelques fantômes horribles dont l'aspect sinistre fait frissonner tout son corps. Quelle épouvante! Mais pire encore est l'émotion de Lucrèce arrachée au sommeil pour contempler avec crainte un spectacle qui justifie son effroi. Pas de grands commentaires à faire sur cette phrase, mais je voulais juste un peu planter la dimension traumatique. Et donc Tarquin lui dit ceci: « Il n'est de faute que la tienne,
car ce sont tes yeux qui t'ont trahi, c'est ta beauté, si tu veux me gronder, voilà ce que je t'oppose, qui t'a prise au piège de cette nuit. Et tu dois te soumettre à mon désir patiemment, car il t'a élu pour mes délices terrestres. J'ai cherché de toute ma force à le vaincre, mais à peine le repentir et la raison l'avaient-ils détruit que ton ardente beauté le faisait renaître. Je me sens assez à l'aise de citer ce texte vu qu'il a été écrit par un homme. Tarquin, si tu refuses, c'est la force qui me frayera mon chemin, car je suis résolu à te donner la mort sur ce lit, puis tuant quelqu'un de tes vils d'esclaves à détruire avec ta vie ton honneur. Je le placerai en effet entre tes bras inertes et je jurerai que je l'ai abattu en le voyant t'embrasser. Ça laisse pantois. Donc en fait, de nouveau, ce qui le préoccupe, c'est son honneur, et une manière de sauver son honneur, c'est de déshonorer Lucrèce. En même temps qu'obtenir un viol pas trop douloureux, on va dire, pour lui. Aussi, pour ton mari et pour tes enfants, accueille bien ma demande. Ne leur lègue pas pour destin la honte que rien ne peut effacer, la définitive souillure, il a été question de souillure déjà ce matin, pire que la marque de l'esclave ou l'astre défavorable du ciel natal. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que cette honte qui sera celle de Lucrèce, ce n'est pas seulement sa honte, mais c'est aussi la honte de sa lignée. Pour les thérapeutes familiales, je pense que c'est extrêmement parlant, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne concerne pas seulement une génération, mais qui va concerner plusieurs générations, avec éventuellement des secrets de famille qui vont engendrer des choses aux générations suivantes, etc., etc. Donc Lucrèce prend enfin la parole et essaye de le convaincre de changer son projet. Ce crime fera qu'on ne t'aimera que par crainte quand les monarques heureux sont toujours craints par amour. Tu devras composer avec les plus vifs criminels puisqu'ils dénonceront en toi l'auteur des mêmes forfaits. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'essaye pas de lui faire entendre qu'elle va être traumatisée. Elle sait bien que ça ne pourrait avoir aucun effet sur lui. Elle essaye de le prendre par les sentiments, si j'ose dire, en lui affrontant des arguments qu'on pourrait qualifier de virilistes. Cette faute chez ton père te paraîtrait digne de la mort. Oh, qu'ils sont chargés d'infamie, ceux qui de leurs propres mains gardent les yeux détournés. Alors là, c'est déjà un peu plus intéressant, c'est-à-dire elle évoque un lien familial de façon à essayer d'éveiller l'empathie de Tarquin. Par Tarquin, dont on a vu qu'il n'avait aucune empathie vis-à-vis de sa future victime, elle essaye d'éveiller son empathie. Autant dire que c'est... ça va pas marcher, quoi. Tarquin, dans la nuit obscure, s'esquive, vainqueur captif qui a perdu sa victoire, emportant avec soi la blessure que rien ne guérit, la balafre qui restera en dépit de tous les soins, abandonnant sa victime angoissée à des souffrances encore plus grandes, car elle porte le fardeau de cette souillure qu'il a laissée, comme lui le poids d'une âme coupable. Enfin, apparaît quand même quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Il n'est plus seulement question de son honneur, il est quand même question du fait qu'il a commis une faute. La suite, c'est Lucrèce qui essaye de s'en sortir, qui essaye de se fabriquer une résilience, pourrait-on dire. En vain, je m'en prends à l'occasion, autant à Tarquin, à la nuit triste. En vain, je chicane avec mon infamie. En vain, je repousse mon trop certain déshonneur. Cette vaine fumée de mots ne me sert à rien. Le seul remède qui vaille, c'est chasser de moi ce sang souillé. Donc j'ai mis en rouge tous les mots qui qualifient ce qui lui arrive. Vaut-il mieux vivre ou mourir quand la vie est déshonorée, quand la mort reste en dette envers la honte ? Vous voyez, on est dans le registre de la honte, sachant que autant la honte de Tarquin va concerner son honneur, autant la honte de Lucrèce va concerner sa souillure, le fait qu'elle a été souillée. L'homme a une âme de marbre et la femme une âme de cire qui prend toutes les formes que le marbre lui demande. C'est une formule magnifique que Shakespeare emprunte à un auteur antique, j'ai oublié lequel. Faibles et opprimées, les femmes subissent l'empreinte étrangère par la force,
Souvenez-vous, l'origine du mot violence, c'est le latin vis qui signifie force. La fraude ou par l'adresse de l'art, qui est une autre forme de force. Qu'on ne les dise point coupables de leur faute, il y a une faute d'orthographe là, on ne prétend pas qu'est mauvaise la cire où a été imprimée l'image d'un démon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Lucrèce en fait ? Il se passe que pour échapper à la honte de la souillure, elle va aller vers un sentiment de culpabilité. Je vous cite ici un petit extrait d'un très beau livre d'Albert Schickshon et Alain Ferrand, Honte, culpabilité et traumatisme, qui nous met en garde contre le fait d'essayer de déculpabiliser les victimes. Les victimes systématiquement se sentent coupables, quasi systématiquement se sentent coupables. C'est un phénomène un peu étrange. Et la première tentation, ce serait de les déculpabiliser. Ça semble répondre au bon sens. Et donc ce qu'ils nous disent, eux, c'est qu'on peut dire que la déculpabilisation destitue en quelque sorte le sujet. Elle le prive d'une possibilité d'appropriation de ce qui, de son histoire traumatique, lui appartient. Tant qu'on n'a pas pu vivre la culpabilité jusqu'au bout, on ne peut pas accéder à l'innocence, on ne peut pas dépasser le traumatisme. L'innocentisation est le fruit d'un travail psychique qui suppose de vivre la culpabilité jusqu'au bout. Alors, il y a un peu une ambiguïté là chez les psychanalystes parce qu'ils ne distinguent pas vraiment la culpabilité comme statut, le fait d'avoir commis une faute, et la culpabilité comme sentiment. Mais ici, il s'agit bien donc du sentiment. Ces fantasmes ont une double fonction, atténuer l'impact traumatique, dans la mesure où le traumatisme est justifié, légitimé et où le sujet devient actif et ne subit plus passivement, puisqu'il y est pour quelque chose. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Lucrèce est innocente. Néanmoins, son sentiment de culpabilité, si elle avait la possibilité de travailler ce sentiment de culpabilité jusqu'au bout, pourrait, de façon qui pourrait paraître un peu paradoxale, pourrait l'aider à sortir de ce sentiment de culpabilité et donc à se resubjectiver. Et soutenir la subjectivation de l'expérience en énonçant « je suis coupable ». Le sujet devient sujet de l'histoire étrangère qui s'impose à lui. L'histoire étrangère, donc c'est quelque chose qui est imposé par Tarquin. Dans la situation ici, il n'y a aucun doute sur le fait que Tarquin est le seul coupable. Mais c'est comme ça que Lucrèce aurait pu éventuellement se l'approprier. Faute d'avoir pu parler à un psy, je dirais, spécialisé en victimologie, ça se termine par un suicide. Traumatisme suivant, c'est le traumatisme de type 2. Donc ça, c'est pas le résultat d'un événement soudain inattendu, c'est le résultat d'un événement répétitif et attendu avec angoisse. Donc on n'est plus dans l'événement, en réalité, on est dans le phénomène. Je reprends de préférence la définition de Platon, ce qui appartient au domaine sensible, existentiel, singulier, instable. Je vois que je vais avoir du mal à tenir le temps. Alors je vais directement à l'exemple, qui est la tragédie de Richard III. C'est une pièce assez extraordinaire. C'est d'une certaine façon son dernier drame historique et sa première tragédie, qui est une illustration assez extraordinaire de la perversion narcissique. Donc au début de l'histoire, nous avons Richard Gloucester qui, pour la première fois depuis quelques décennies, l'Angleterre est en paix et Gloucester, ça ne lui convient pas. Moi qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevée, dépêché avant terme, on peut entendre prématuré, donc, dans ce monde haletant à peine, à moitié fait, si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant, je suis déterminé à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. Ceci pourrait vous faire écho avec certaines choses que vous avez déjà entendues ce matin, parce qu'en fait, l'idée, c'est que cet homme-là se sent impuissant, peu viril, et il va compenser son défaut de virilité par la violence. Il est résolu à être un scélérat. Et donc ce qui va extrêmement nous intéresser, c'est que dès la scène 2 de l'acte 1, il va draguer, si j'ose dire, une femme dont il a tué le père et le mari. Madame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rend le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions. Scélérat, tu ne connais ni la loi divine ni la loi humaine.
Il n'est pas de bête si féroce qu'elle en connaisse quelque pitié, mais je n'en connais aucune, et donc je ne suis pas une bête. Alors c'est très significatif de ce que Freud appelait l'inversion perverse. C'est-à-dire, le défaut devient une qualité, l'interdiction devient une obligation. Et donc Anne, tout ce qu'elle en retient, c'est au prodige quand les démons disent la vérité. La cause de la mort prématurée d'Henri et d'Édouard Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fus la cause et l'exécutant exécré. C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet. Vous retrouvez le même argument que dans le viol de Lucrèce. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre 1 heure seulement sur votre sein charmant. Un bon dé, plus loin, il s'agenouille et il lui donne une épée, il ouvre sa poitrine. N'hésite pas, car j'ai bien tué le roi Henri, mais c'est ta beauté qui m'y a incité. Dépêche-toi, c'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard, mais c'est ton visage qui m'y a poussé. Et donc elle laisse tomber l'épée. Relève cette épée ou relève-moi. C'est une scène, par rapport à des situations de perversion narcissique qui nous sont racontées en consultation, c'est une scène d'une précision absolument invraisemblable. Transposée à l'époque actuelle, on y est, quoi. Et alors la conclusion de Richard: femme fut-elle jamais courtisée de cette façon, femme fut-elle jamais conquise de cette façon, je l'aurai mais je ne la garderai pas longtemps, quoi, moi qui ai tué son mari et son père, la prendre au plus fort de sa haine, n'avoir aucun ami pour soutenir ma cause hormis le diable et des regards trompeurs, et pourtant la gagner tout un monde contre rien. Donc vous voyez, ce fait une gloire de quelque chose qui est assez abject. Mais alors, ce qui est encore plus significatif, c'est que si on retourne à l'événement historique à l'origine de cette scène écrite par Shakespeare, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le fait que Lady Anne était très isolée à la cour d'Angleterre suite au décès de son père et de son mari, et qu'en réalité, le mariage proposé par Gloucester, il était inespéré. C'était le seul moyen qu'elle avait de retrouver une place à la cour d'Angleterre. Donc en réalité, ce qu'il présente comme une victoire, en réalité, c'est juste du pipeau. Troisième catégorie de traumatisme, j'espère que j'ai un peu accéléré et que du coup j'arriverai à tout faire. Alors là, j'aurais bien aimé faire tout mon exposé sur le thème de l'inceste, parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, mais je le prendrai seulement comme illustration donc, du traumatisme par pression. Je vais quand même en dire ceci très rapidement, c'est que l'inceste à mes yeux est un triple crime. C'est un crime sexuel avec circonstances aggravantes, évidemment. C'est également un crime contre l'enfance, mais c'est aussi, peut-être surtout, un crime contre la famille. Pourquoi ? Parce que le crime sexuel, une fois qu'il s'est arrêté, c'est un crime au passé. Le crime contre l'enfance, c'est un crime au passé. Quand on est devenu adulte, c'est aussi un crime au présent, parce que on a des adultes qui ont été volés, auxquels on a volé leur enfance. Mais c'est surtout, pour moi, et tous les nombreux témoignages que j'ai pu recueillir en consultation, parce que c'est une clinique très importante dans ma clinique, c'est ce qui se passe au présent. C'est ce qui se passe au présent dans la famille et dont on peut dire qu'il y a vraiment eu un crime contre la famille. C'est un crime au passé, au présent et au futur, parce qu'en plus, ça a des répercussions énormes sur les générations futures. Alors, je commencerai par citer une phrase de Paul-Claude Racamier. Au tabou de l'inceste, l'incestualité substitue le tabou de la vérité sur l'inceste. Pourquoi est-ce un crime contre la famille ? C'est un crime contre la famille parce qu'en réalité, ce qui est central, ce dont les victimes témoignent, c'est le silence. Il y a un énorme poids de silence. Alors pourquoi est-ce que je l'attribue ? Pourquoi je vous propose d'identifier une troisième catégorie de traumatisme qui serait le traumatisme par pression ? C'est pour deux raisons. Mais la première raison, c'est que ce poids de silence génère une tension considérable et une tension de plus en plus grande. Alors imaginez quelqu'un qui est pris dans un étau, on referme l'étau, progressivement l'étau se resserre. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ça explose. Je cite rapidement un ouvrage magnifique de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations. En réalité, je vais surtout citer quelques extraits de la préface de Charlotte Pudlowski. Il est difficile pour les victimes de se souvenir de ce qui est arrivé exactement. Elles y voient un effet du silence.
Le silence revient toujours, coulé dans différents moules. Peut-être que l'on redira ce qui a été dit par le passé, que c'est moralisateur de vouloir condamner l'inceste et qu'on a besoin de liberté. On dira qu'on méprise les enfants à ne pas les laisser disposer de leur corps et à ne pas leur accorder leur libre arbitre. On dira qu'il y a d'autres priorités. Donc ce qu'elle dit là, c'est quoi? C'est qu'au-delà du silence qui est imposé aux victimes par leur famille, il y a peut-être aussi un silence dans la société. Et donc là, je cite quand même Dorothée Ducy, la force centrifuge qui a orienté inlassablement les anthropologues vers la théorie de l'interdit de l'inceste est si puissante qu'elle a opéré sur eux comme une lumière vive, agit sur les yeux avant de rentrer dans une pièce sombre. Ils n'ont rien vu de l'inceste. Je reprends donc le dossier de l'inceste et l'ouvre au point de départ. Comment comprendre que les situations d'inceste soient si courantes alors que l'inceste est théoriquement interdit dans toutes les sociétés du monde? Effectivement, il y a là une question extrêmement étonnante. Il y a une quantité d'inceste assez invraisemblable. On considère que dans une classe de 20 élèves, il y a au moins un enfant qui est concerné par la question de l'inceste. Et pourtant, c'est un interdit universel. Ça pose question. Alors j'ai choisi comme illustration Hamlet, qui est souvent considéré comme une illustration de l'inceste. D'ailleurs, Freud, par rapport à certains rêves de ses patients, quand il a mis au point ce qu'il appelé le complexe d'Œdipe, s'est intéressé à Oedipe, mais s'est également intéressé à Hamlet, et on n'est pas passé loin d'un complexe d'Hamlet à la place du complexe d'Oedipe. On commence, je vais aller très rapidement, mais il y a donc un passage où sa mère, donc son père est décédé, soi-disant mordu par un serpent. Sa mère se remarie très rapidement avec son beau-frère, ce qui à l'époque était considéré comme un inceste, c'était un mariage incestueux. Et donc il en dit « Fragilité, ton nom est femme, ô hâte perverse, se ruer si prestement dans les draps incestueux. Ce n'est pas bien, et rien n'en peut venir de bien, mais brise-toi mon cœur, car je dois tenir ma langue. » Alors vous avez deux choses là-dedans. Vous avez d'une part le fait qu'il doit tenir sa langue, de nouveau il y a ce poids du silence, et aussi le fait que, évidemment, c'est la faute de sa mère, c'est pas la faute de son oncle. Sauf que Hamlet va rencontrer le spectre de son père sur les remparts d'Elseneur, et son père va lui révéler qu'en fait, il n'a pas été tué par un serpent, il a été tué par son oncle. Donc le frère du père d'Hamlet l'a tué. Fratricide. Et ce que je voudrais illustrer ici, qui est un deuxième aspect du traumatisme par pression, c'est la présence peu repérée dans cette tragédie d'Hamlet de ce qu'on appelle en systémique un double lien. Alors un double lien, c'est un lien dans lequel il y a une injonction, son contraire, et une troisième injonction qui interdit de commenter la contradiction. Chez Paul-Claude Racamier, en psychanalyse, on va trouver le concept de ligature qui dit à peu près la même chose, sauf qu'au lieu qu'il y ait une troisième injonction, il y a une ambiance qui qualifie d'incestuelle. Et donc, vous pouvez voir la ligature comme quelque chose qui se resserre et qui étrangle. Donc, de nouveau, on est dans le traumatisme par pression. Alors, première injonction du spectre, venge son meurtre infâme et contre nature, donc le meurtre perpétré par son oncle. Deuxième injonction, ne permet pas que le lit royal du Danemark soit une couche pour la luxure et l'inceste damné, mais de quelque façon que tu agisses, ne corromps pas ton esprit et ne laisse pas ton âme tramer quoi que ce soit contre ta mère. Ça va être très compliqué parce que sa mère est amoureuse de son nouveau mari. Et probablement beaucoup plus amoureuse de son nouveau mari que de l'ancien. Troisième injonction, adieu vite, souviens-toi de moi. Donc Hamlet n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. En gros, ce qu'il lui fait sentir, c'est si tu discutes, t'es pas un bon fils. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Il se passe ce qui se passe quand on est soumis à un double lien ou une ligature, c'est qu'Hamlet devient fou. Et il dit à Horatio, il prévient Horatio, son ami, il n'y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en peut rêver votre philosophie. Désormais, peut-être, je trouverai bon d'affecter une humeur bouffonne. Donc c'est la fin de l'acte 1. Début de l'acte 2, Claudius, son oncle, se demande ce qui lui arrive parce qu'il est devenu fou. Je passe ça pour aller vite.
j'ai bien aimé le schéma de Catherine. Je le reprends à mon compte, mais en mettant d'autres mots dessus. Il y a quelque chose... qu'est-ce qui se passe quand la victime sort du silence? Ce qui se passe quand la victime sort du silence, c'est que le temps se disloque, comme le dit Hamlet. C'est-à-dire, il y a une coupure. Il y a d'une part ceux qui croient le coupable et d'autre part ceux qui croient la victime. À l'extrême, le plus rare, le clivage structurel du coupable fait qu'il est le seul à penser qu'il est victime plutôt que coupable. De l'autre côté, la victime peut se retrouver toute seule et elle aussi vit un clivage fonctionnel, c'est-à-dire un clivage post-traumatique qui la convainc que c'est elle qui est coupable de ce qui est arrivé. La situation la plus courante étant celle où la famille est coupée en deux. Il y a autant de gens qui croient le coupable que de gens qui croient la victime. Je passe donc, pour essayer de tenir le temps, au traumatisme par tension, d'une manière qui prolonge un petit peu le schéma précédent et les extraits de Racamier que je n'ai pas pris le temps de vous lire, avec un autre extrait de Racamier. L'objet incestuel se voit pour complaire être hautement manipulable. Il pourrait être utilisé comme porte-parole, voire même comme arme de combat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Mais à une époque, on ne parlait pas d'aliénation parentale. C'est ainsi que telle mère incestuelle, alors il faut excuser Racamier, beaucoup de psychanalystes attribuent certaines choses aux mères et d'autres choses aux pères, et il y a un côté un peu binaire entre les méfaits des pères et les méfaits des mères. Vous devriez lire ainsi: tel parent incestuel, peu importe son sexe, tel parent incestuel utilisait activement ses fils comme arme vivante dans un combat haineux vis-à-vis de l'homme qui s'était écarté d'elle. Il y a un des deux qui ne supporte pas le rejet. Donc c'est ce que Catherine Denis vous a décrit de façon beaucoup plus subtile que ce que Racamier ne fait ici. C'est-à-dire, il y a un parent préféré, un parent rejeté. Évidemment, pour le parent rejeté, c'est une grande souffrance. Et effectivement, dans certains cas de figure, le parent rejeté l'est parce que le parent préféré œuvre activement dans ce sens-là. On reste confondu devant des manipulations si terribles, sidéré par la docilité de certains enfants qui obéissent aux parents incestuels sans même qu'il ait à passer commande, et effrayé par les dégâts qui peuvent s'en suivre. Je vais vous renvoyer ici à quelque chose que les systémiciens connaissent a priori assez bien, sauf que ce que nous connaissons de Ivan Bozormeni-Nagy, c'est surtout le concept de conflit-loyauté. Et donc, on oublie le concept de clivage de loyauté. Le drame pour nos enfants, c'est Catherine Ducomin-Nagy donc, qui dit ça, la veuve de Ivan Bozormeni-Nagy, c'est quand tous ceux qui les entourent s'emploient à les bloquer dans leur capacité à exprimer leur loyauté aux autres. Ce n'est plus le conflit de loyauté qu'il s'agit. On doit parler alors d'un vrai clivage de loyauté, quand chacun des adultes réclame à son enfant une loyauté absolue et qu'ils en veulent pour preuve la déloyauté envers tous les autres, l'enfant se retrouve dans une position impossible. Moi, j'ai une explication par rapport au fait qui ne recourt pas au concept de manipulation, qui recourt simplement à l'idée que quand un enfant est pris dans un clivage de loyauté, c'est-à-dire quand il est impossible de ne pas... en fait, il y a un petit schéma là, j'ai écrit 2 articles à ce sujet. Je pars du point de vue que la loyauté, c'est un cocktail, une conjonction d'engagement, de trahison, de fidélité et de lâcheté. Alors très, très rapidement, juste l'engagement et la trahison. Quand vous vous engagez vis-à-vis de quelqu'un ou quand vous êtes fidèle vis-à-vis de quelqu'un, ça va de pair avec une trahison, ne serait-ce qu'une trahison envers vous-même. Et donc en fait, l'idée c'est quoi? Si je suis fidèle à un parent, je trahis l'autre parent. Ça, c'est du conflit de loyauté. Tant que vous êtes dans le conflit de loyauté, il y a moyen de moyenner, comme on dit, il y a moyen de trouver un compromis. Par exemple, dire aux parents qu'on a trahi, la prochaine fois, c'est vis-à-vis de toi que je serai fidèle et l'autre que je trahirai. Mais quand aucun des parents n'accepte d'être trahi, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Eh bien, il reste fidèle au parent le plus fragile.
Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que Catherine sera d'accord avec moi. C'est pas tellement qu'il y a des manipulations incroyables. Je pense qu'il y a une espèce de fascination actuellement pour la perversion narcissique qui fait qu'on imagine que le parent aliénant, il est super manipulateur, super intelligent, machiavélique, etc., etc. Alors qu'en fait, généralement, c'est surtout un parent extrêmement fragile et un parent dont l'enfant perçoit que s'il le trahit, il va s'effondrer. L'autre est capable de supporter d'être trahi, et donc c'est celui-là qui va être trahi. Alors pour illustrer ce concept de clivage de loyauté, alors autant le clivage par le traumatisme par pression, c'est le mouvement d'un étau, hein, donc un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, autant le clivage par tension, ça va être un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous êtes tiré entre deux personnes, écartelé entre deux personnes, entre deux loyautés, à un moment donné, vous vous démembrez. Et donc j'ai choisi comme illustration la tragédie d'Antoine et Cléopâtre, et je crois que je vais être dans les temps. Ah, c'est fini. Bon, très rapidement, Antoine et Cléopâtre, et puis j'arrête. Donc effectivement, Antoine, il est pris entre Cléopâtre et Rome. Ou plus exactement, entre Égypte et Rome, entre Cléopâtre et sa femme, surtout sa deuxième femme, parce que Octave va s'arranger pour que Antoine épouse Octavie, sa sœur. Donc il y a un triumvir au sein duquel il y a entre autres Antoine et Octave. Alors, en première lecture, on pourrait voir ça comme un conflit de loyauté donc, entre l'Égypte et Rome, entre Octave et Octavie, entre Octave et Cléopâtre, ou même entre Cléopâtre et Octavie, pardon. Mais c'est bien d'un clivage qu'il s'agit. Et ça, c'est illustré par ce qu'on dit d'Antoine. Donc, ces lourdes chaînes égyptiennes, je dois les rompre, dit Antoine, ou sombrer dans cette passion folle. Et Norbarbus lui dit « Cléopâtre, à la moindre rumeur de ce départ, meurt à l'instant. Je l'ai vu mourir 20 fois pour de moindres motifs. Il doit y avoir dans la mort des attraits qui la font se pâmer tant elle met d'empressement à mourir. Elle use d'artifices inimaginables. Hélas, même pas, monsieur, ces passions ne sont faites que de la fine fleur du pur amour. » Vous voyez, vous avez une illustration du fait que le parent, ici, c'est pas le parent, c'est la maîtresse, n'est pas forcément manipulatrice. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Le parent est fragile. Ici, c'est Cléopâtre qui est fragile. Et donc, je cite un autre extrait de Racamier. Il faut que de part et d'autre, cette relation devienne et demeure question de vie ou de mort. Il faut que s'enracinent les trois termes essentiels du credo narcissique. Ensemble, nous nous suffisons et n'avons besoin de personne. Ensemble et soudés, nous triompherons de tout. Si tu me quittes, je me meurs. Et donc ça, on va retrouver de façon très très nette dans l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Et il ne faudrait pas sous-estimer parce qu'effectivement, Cléopâtre finit par se suicider. Alors il y avait des extraits que je voulais vous fournir en plus, mais je vais sagement terminer et laisser la place au débat.